Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nommer les composés et comment donner les formules pour les composés. Donc, j'ai des différentes parties dans le document. On va commencer ici avec les liaisons covalentes, ensuite les liaisons ioniques de base, ensuite on va aller à les charges multiples pour continuer avec les hydrures. Ensuite, on va faire les ions polyatomiques. On va voir les acides. On va voir les acides purs, donc les gaz. Okay. Ensuite, on va terminer avec les peroxydes. OK, donc, on va commencer avec les liaisons covalentes. Pour ceux-ci, la première question que tu devrais te poser, c'est vraiment est-ce que c'est covalent ou ionique? Donc, est-ce que c'est deux non-métals ensemble ou un métal et un non-métal? Donc, ici, on a soufre et on a oxygène. On va aller voir dans le tableau périodique s'ils sont métal ou non-métal. Donc, ici, on a notre tableau périodique. On peut voir qu'on a oxygène ici, on a soufre ici. Les deux sont en effet non-métal, donc c'est une liaison qui est covalente. Donc, pour nommer les liaisons covalentes, il faut utiliser les préfixes. Donc, on ne croise pas des charges, on utilise simplement les préfixes. Pour ici, on va commencer à nommer oxygène. On commence toujours avec le deuxième élément. Donc, ici, on a oxyde. Et on en a 3 oxygènes. Donc, pour ceci, le préfixe, c'est tri. Donc, c'est trioxyde. On met 2 et là, on met soufre pour le premier élément dans la formule. Maintenant, on va nommer CO2. Alors, ici, CO2, on a 2 oxygènes. Donc, on a dioxyde de carbone. Tu pourrais aussi écrire bioxyde, car le préfixe pour 2, c'est soit di ou bi, les deux sont corrects. Maintenant, on va donner la formule pour les liaisons covalentes. Donc ici, on a dioxyde de soufre, donc on va mettre le deuxième, on va l'écrire en premier. Donc on a soufre, et là on a oxygène, et ceci, ça veut dire qu'on en a 2. Notre prochain, c'est heptoxyde de chlore. Donc, on va écrire notre chlore. Puis là, on a oxygène pour oxyde. Et ici, hept, ça veut dire 7. Une fois que tu es rendu à 5 dans les préfixes, ça commence à être comme géométrie. Alors, penta pour pentagone. Hexa pour hexagone, hepta pour heptagone, octa pour octagone, et ainsi de suite. Donc ici, c'est ClO7. Donc maintenant, on va faire les liaisons ioniques de base. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial avec, c'est juste simplement ionique. On va nommer ces composés maintenant. Donc ici, on a Be et Cl2. Donc ici, on ne met pas de préfixe. Le 2 vient de la charge de beryllium. Donc, tu n'as pas besoin de mentionner des préfixes quand c'est ionique. Les préfixes sont seulement pour covalent. Donc ici, on va écrire chlore en premier. Ça, c'est notre base. C'est la racine du mot. Puis là, on va ajouter ure. On va mettre de pour mettre un lien entre les deux mots. Et on va écrire le premier élément qui était beryllium. Maintenant, on va nommer CaO. Donc ici, on a oxygène. Donc on nomme lui en premier. On a oxyde. On met notre mot pour faire une liaison de calcium. OK, maintenant, on va faire notre formule basée sur le nom. Donc ici, on a sulfure de sodium. Donc, sodium va aller en premier. Puis maintenant, quand tu as ionique, il faut que tu regardes les charges. Donc, c'est quoi la charge de sodium?
Donc, si tu retrouves sodium dans le tableau périodique, c'est juste ici. Et tu peux voir que la charge, c'est 1. Donc, c'est plus 1. Notre non-métal, dans ce cas, c'est soufre. On l'avait encerclé avant. Donc, c'est ici. Et sa charge, c'est moins 2. Je vais mettre en même couleur. Moins 2. Donc, sodium avait une charge de plus 1. Soufre avait une charge de moins 2. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de croiser nos charges. Donc, tu croises les charges et ça va te donner Na2S. On va maintenant faire oxyde d'aluminium. Donc, on va aller chercher oxygène et aluminium dans le tableau périodique. Donc, ici, aluminium est ici et oxygène est ici. On va regarder maintenant pour nos charges. Aluminium a une charge de 3. Oxygène, c'est moins 2. Donc, quand on écrit notre formule, on met aluminium en premier, on a oxygène, et on va mettre nos charges aussi qu'on vient juste de chercher. Maintenant, il faut croiser nos charges, et ceci va nous donner notre formule qui est Al2O3. Maintenant, on va voir les liaisons ioniques avec des charges multiples. Donc, quand je dis les charges multiples, la majorité sont des métaux transitionnels. Donc, on va aller les chercher dans le tableau et tu vas voir comment qu'il y a plus qu'une charge. Donc, dans cette situation, on a fer et oxygène. Donc, on va aller les trouver maintenant dans le tableau périodique. Donc, on a fer qui est ici et on a oxygène qui est ici. La charge de fer peut être 3 ou 2. La charge d'oxygène, c'est moins 2. Donc là, on veut nommer notre composé ici. Alors, dans cette situation, il faut que tu mentionnes, c'est-tu fer 2 ou fer 3? Parce qu'il y a plusieurs options. Donc, pour le nommer, on va faire comme avant. On a oxyde de fer. Donc, on met le non-métal et ensuite le métal. Mais il va falloir qu'on identifie la charge avec des chiffres romains. Pour savoir quelle charge a été utilisée, il faut qu'on monte nos charges. Ceci va nous donner que fer a une charge de 3 et oxygène a sa charge de moins 2. Donc ça, c'est l'opposé de ce qu'on avait fait ici. En descendant les charges, on va les remonter. Alors ici, fer a une charge de 3, donc il faut écrire 3. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que ici, j'ai un ion polyatomique. Je sais qu'on va faire les ions polyatomiques dans une seconde, mais on va voir un petit peu maintenant. On va faire la même chose, car il faut monter nos charges. Donc ici, ceci a une charge de 2-, et cobalt a une charge de 3+. Donc, lorsqu'on le nomme, SO4, c'est sulfate de cobalt 3. Parce que la charge, c'est 3 ici. Le prochain qu'on va nommer, c'est SNO2. Donc ici, on a l'étain. L'étain peut avoir une charge de 2 ou de 4. Donc, encore une fois, il faut qu'on décide, il faut qu'on détermine c'est quelle charge qu'on a dans notre formule. Pour faire ceci, on va monter nos charges. Ici, tu as un 1, tu le montes. Donc, tu auras SN2+, et oxygène a une charge de moins 1. Maintenant, il faut que tu prennes une minute pour penser. Est-ce que oxygène a actuellement une charge de moins 1? On peut venir ici pour voir qu'en effet, oxygène a une charge de moins 2. Ceci, ça veut dire qu'on avait réduit nos charges parce que lorsque tu es en train d'écrire les formules, il faut avoir le rapport le plus petit que possible avec les petits numéros que tu écris. Donc, ceci, ça veut dire qu'en effet, c'est
éteint 4 et oxygène moins 2. Ce qu'on avait fait, c'est de faire x2 sur les 2 pour nous donner 4 et moins 2. Donc, lorsqu'on le nomme, ça va être oxyde d'étain et 4 pour la charge. Maintenant, on va mettre la formule pour ces produits. Donc, on a ici fer avec une charge de 2+, et oxygène avec une charge de 2-. Comme avant, il faut qu'on croise les charges, comme quand c'est ionique normal. Ceci, ça va me donner Fe2O2. Maintenant, je viens juste de dire qu'il faut avoir le rapport le plus petit que possible. Donc, dans ce cas, 2 et 2, ils peuvent les deux être divisés par 2. Donc, on va faire ceci et ça va nous donner FeO. Le prochain ici, c'est oxyde de plomb 4. Donc, Pb, plomb, va en premier. Tu auras une charge de 4 et oxygène a une charge de -2. Encore une fois, on va croiser les charges. Et ceci, ça va nous donner Pb2O4. Mais juste comme on a fait avec l'oxyde de fer 2, il faut qu'on réduise nos charges en bas, okay, nos petits numéros. Donc, il faut qu'on divise les deux par 2. Donc, on va avoir Pb, 2 divisé par 2, c'est 1. Et O, et ensuite 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, ceci, c'est ma réponse finale. Mon dernier ici, c'est l'iodure de cuivre 2, un petit peu plus simple. On a cuivre 2+, et iodure qui a une charge de -1. Encore une fois, on va croiser les charges. Ceci nous donne CuI2. Maintenant, on va parler des hydrures. Les hydrures, c'est juste un des cas où tu as un hydrogène. Dans cette situation, l'hydrogène a une charge négative. Donc, c'est ionique quand même, et c'est juste il a une charge négative. Pour nommer les hydrures, on commence naturellement avec le deuxième élément. Donc, on a un hydrogène, puis on va écrire la base, la racine du mot. Et là, on va mettre ma terminaison d'habitude qu'on utilise dans les liaisons ioniques. Maintenant, on va mettre notre mot qui lie les deux, qui est de, puis là, on a barium. Mon prochain, c'est CaH2. Donc ici, on a encore une fois hydrure parce que c'est en deuxième position, on le nomme en premier. Et là, on a de calcium. Maintenant, on va avoir à donner la formule. Donc, hydrure de beryllium, on va mettre beryllium en premier. Il a une charge de 2+, et hydrure a une charge de -1. Encore une fois, on va croiser nos charges. Ceci va nous donner BeH2. Mon dernier ici, c'est hydrure de francium. Donc, on a francium. Lui a une charge de +1. Et on a H qui a une charge de -1. Si on croise ces charges, tu vas voir que ça nous juste donne FrH. Parce qu'on n'a pas besoin d'écrire les 1. Maintenant, on va faire les liaisons ioniques polyatomiques. Donc, dans ceci, il va falloir que tu utilises le tableau à l'arrière de ton tableau périodique que Madame t'a donné pour trouver les ions polyatomiques. Donc, dans cette situation, on a CuOH2.
Lui ici, il faut aussi que tu réalises qu'on est en train d'utiliser le cuivre. D'après l'autre exemple qu'on avait, on sait que le cuivre a plus qu'une charge possible. Le cuivre est ici et il a 2 charges possibles, 2 et 1. Donc, ceci veut dire qu'il va falloir qu'on donne les chiffres romains. Pour trouver ton ion polyatomique, tu vas chercher dans ce tableau. Donc, en ce moment, on cherche OH. OH est ici. Donc, maintenant qu'on a trouvé hydroxyde, on peut voir que sa charge, c'est -1. Ici, on connaît maintenant que OH, c'est hydroxyde, donc on commence par le nommer. Comme d'habitude, on nomme celui qui est en position numéro 2 en premier. Donc, on a hydroxyde de, puis là, on nomme cuivre. Et il faut qu'on nomme son chiffre romain aussi. Pour faire ceci, un petit rappel, on va monter nos charges. Il y a un 1 ici, donc on le monte. Ceci nous donne cuivre 2+, OH-. Ceci a de l'allure, OK? On vient juste de vérifier que OH a une charge de -1. Donc, notre cuivre, c'est celui avec la charge 2. Maintenant, notre prochain, on a KMNO4. Donc, on va aller trouver MNO4 dans notre tableau. Donc, ici, MNO4, c'est la permanganate. Et on connaît que K, c'est potassium. Donc, on va nommer permanganate en premier de potassium. Mon prochain, en effet, a 2 ions polyatomiques. On a un ici et on a un ici. Donc, on va aller trouver les 2 dans la liste. Donc, on avait trouvé OH avant, donc ça c'est ici, hydroxyde. Et NH4, c'est positif. Donc, si tu vois, toute la côté gauche a les positifs et toute la côté droite a les négatifs. Donc, on va chercher la côté gauche. Et ici, on peut trouver NH4 qui est ammonium. Donc, lorsqu'on le nomme, encore une fois, on va commencer avec le négatif. Donc, celui ici, c'est hydroxyde d'ammonium. Maintenant, on va donner la formule. Donc, on va faire l'opposé maintenant. On a hydroxyde de magnésium. On sait que magnésium, c'est Mg. On peut chercher sa charge dans le tableau périodique. Donc, la charge de magnésium, Mg, ici, est de 2. Un petit rappel que la charge de hydroxyde, c'est OH-. Donc là, ici, on a 2+, et on a OH-. Il faut, encore une fois, croiser nos charges. Ceci nous donne Mg. Et le 2 va aller à l'autre côté de OH. Donc, c'est très important aussi de te rappeler de mettre des parenthèses autour de OH parce que c'est hydroxyde en entier qu'on en a 2. Notre prochain ici, c'est chromate de calcium. Donc, on a calcium et on peut trouver sa charge dans le tableau périodique. Donc, calcium ici a une charge de 2. On va maintenant trouver chromate dans le tableau. Donc, chromate, c'est CrO4 ici. Il a une charge de -2 aussi. Donc, ici, on a une charge de 2+, et on a chromate qui a une charge de 2-. On va croiser nos charges et ça va nous donner Ca2, parenthèse, CrO4,2. Maintenant, comme avant, il faut avoir le rapport le plus petit. Donc, ces 2 qu'on a mis, on va les enlever parce qu'on peut les diviser par 2 pour nous donner CaCrO4. Le dernier ici, c'est chlorure d'étain 2. Donc, on sait que étain aura une charge de 2 et on va aller chercher chlorure dans le tableau. Donc, chlorure ici,
c'est Cl2 avec une charge de -1. Maintenant, il faut croiser les charges. Ceci va nous donner Sn. Il y a un 1, donc on n'a pas besoin de l'écrire. ClO2, mais là, on a bougé ce 2 aussi, donc il faut mettre un parenthèse autour. Notre prochaine section, c'est les acides. Tu sais que tu as un acide lorsque tu vois qu'il y a AQ en parenthèse et que tu as un H. Pour nommer les acides, on commence en juste disant acide. Et ensuite, on va nommer l'autre partie. Donc, acide, c'est genre la partie du H. Donc là, on va voir qu'ici qu'on a SO3. On va aller trouver SO3 dans notre tableau. Donc, SO3, c'est sulfite. Dans ton tableau, tu as aussi un petit rappel pour les acides. Donc ici, at devient ic, it devient e. Donc, on a sulfite. Donc, lorsqu'on l'écrit, on va écrire sulfureux. Donc, pour celui-ci, parce que c'est SO3 et SO4 a la même chose, il faut aussi mettre le ur. Donc, sulfureux, parce que c'était sulfite et it devient e. Donc, toutes les autres qui sont des ions polyatomiques, tu ne dois pas mettre le UR ici. C'est simplement une règle de français de le mettre. Notre prochain ici, c'est HFAQ. Donc, comme d'habitude pour les acides, on va commencer à nommer acide. Mais là, dans cette situation, on n'a pas un ion polyatomique. Au lieu, on a un non-métal. Donc ici, on a fluor. Et la règle pour les non-métals, c'est d'ajouter à la racine hydrique quand c'est un acide. Donc, cette partie et cette partie vont ensemble de la même façon que acide et le E vont ensemble. Mon prochain ici, c'est HClO. Et on peut trouver HClO ici dans le tableau. Donc ça, c'est hypochlorite. Donc on va commencer par nommer acide. Et on a hypochlorite. Le it devient E. Donc c'est l'acide hypochloreux. Maintenant, on va donner la formule. Donc ici, on a l'acide fluorhydrique. C'est facile, on vient juste de le faire. On a le H, ça vient de la partie acide et hydrique. OK? Ensuite, on a fluor. Dans ce cas, les charges, c'est 1 et 1. On n'a pas besoin de les croiser. Mais il faut se souvenir d'écrire aqueux. Ceci nous indique que ceci est un acide. Maintenant, on a l'acide sulfhydrique. Donc, encore une fois, on commence avec un H. Il a une charge de +1. Sulf, c'est la base. Sulf, c'est le soufre. Donc, ça, c'est S et il a une charge de -2. Maintenant, il faut croiser nos charges. Ceci nous donne H2S. C'est important aussi de s'en rappeler de mettre AQ. Le dernier de cette section, c'est acide nitrique. Maintenant, nitrique, le ic vient de at. Donc, vraiment, on a le nitrate. On va aller le trouver dans le tableau. Donc, le nitrate, c'est ici et c'est NO3 avec une charge de -1. Donc là, on a notre H qui a une charge de +1, NO3 qui a une charge de -1. Si tu avais besoin de les croiser, ça nous donnerait HNO3 et on met AQ. Notre prochaine section, c'est les acides purs. Donc, c'est les mêmes
composé, c'est écrit de la même façon, mais au lieu, on a gaz, au lieu d'avoir aqueux. Donc ici, dans cette situation, on a H2SO3. Donc SO3, si tu le cherches dans le tableau, c'est sulfite. Donc on va commencer, comme on nommait toutes les ions, les liaisons ioniques, on commence avec sulfite pour notre deuxième. Puis là, c'est simplement d'écrire d'hydrogène. On va ici aussi nommer HClO. Okay, on avait trouvé ClO avant. Donc ici, ClO, c'était hypochlorite. Donc on a hypochlorite. Et ensuite, d'hydrogène. Notre dernier dans cette section, c'est HI. Donc, I, c'est iodure. Et là, on a d'hydrogène. Maintenant, on va donner les formules des composés. Donc, ici, on a chlorate d'hydrogène. Donc, on va commencer avec notre H. Puis là, on peut chercher c'est quoi chlorate. Chlorate est ici ClO3-. Donc, ceci, si tu croises les charges, ça va juste nous donner HClO3. Il faut écrire gazeux. Parce que sinon, ça pourrait être un acide et on ne le sait pas. Maintenant, on a phosphate d'hydrogène. Phosphate, dans ton tableau, c'est PO4 avec un charge de -3. On a aussi hydrogène avec un charge de +1. Tu croises tes charges et tu as H3PO4 gazeux. Finalement, on a chlorure d'hydrogène, donc on a H+, chlore un charge de -1. Ceci nous donne HCl et on s'en souvient de mettre gazeux. OK, donc la dernière partie qu'on va faire maintenant, c'est les peroxydes. Donc pour les peroxydes, c'est la situation où ce que tu as un oxygène qui a une charge de -1 et non -2. Ceci se passe seulement pour groupe 1 et 2. Okay? Donc, dans cette situation, il y a deux différentes règles à suivre dans un sens, juste pour écrire la formule. Donc, ici, en effet, on va commencer avec donner la formule au lieu de nommer. Comme ça, tu peux voir la règle. Donc, pour peroxyde de lithium, lithium, c'est dans groupe 1. Donc, lithium a une charge de +1. Le peroxyde aura une charge de -1. Et quand tu croises les charges, tu auras LiO. Le problème avec ceci, c'est à cause, si tu fais la même chose avec hydrogène, qui a une charge de +1, et oxygène, qui aura une charge de -1, ça te donnera HO. Et on sait des autres questions qu'on vient de faire que OH existe comme un ion. Donc, ils ont décidé qu'on devrait faire H2O2 et simplement, on fait la même chose pour chaque élément dans le même groupe 1. Donc, ici, on doit mettre Li2O2. Ensuite, on va faire le peroxyde de magnésium. Magnésium, c'est dans le groupe 2. Donc, Mg2+. Et le peroxyde a une charge de -1. Dans ce cas ici, c'est plus simple. On fait juste croiser les charges et on a MgO2. Maintenant, si tu voulais comparer ces affaires avec l'oxygène et pas juste les peroxydes, l'oxyde de lithium, donc avec un oxygène normal, ça serait cette formule ici. Donc, tu as une charge de -2 et quand tu les croises, tu aurais Li2O
Et pour magnésium, tu aurais ceci, si tu les croises, et on les réduirait à MgO. Donc, tu peux voir la différence. Oups. Donc, tu peux voir la différence ici, que le 2 est là, il n'y a pas de 2 ici. Et dans ce cas, il y a un 2 ici, et il n'y a pas de 2 ici. Donc, ça, c'est où ce que tu vas regarder voir si c'est un peroxyde ou un oxyde. Maintenant, on va donner les noms de ces peroxydes ici. Donc, on a vu que si on a 2 et 2, ça veut dire que c'est un peroxyde. Donc, on a peroxyde. Et le RB, c'est rubidium. Donc, de rubidium. Et là, ici, si tu voulais comme vérifier qu'en effet, c'est un peroxyde, tu pourrais monter tes charges. Puis tu auras calcium à une charge de 2+, oxygène à une charge de -1. Ça fait du sens que calcium a une charge de 2+. OK? Et ça veut dire que, en effet, l'oxygène a une charge de -1 et c'est un peroxyde. Donc ici, on a peroxyde de calcium. Donc, voici toutes les différentes règles en général qu'il y a pour la nomenclature. Donc, fais les pratiques. La nomenclature, ça prend beaucoup de pratiques. Donc, fais-le, corrige tes pratiques lorsque tu fais pour pas continuer à faire la même erreur chaque fois. Et si tu as d'autres questions, tu peux soit venir me voir ou tu peux regarder cette vidéo encore pour en apprendre encore.